Bonjour à tous. Donc, merci d'être là pour ce webinaire sur comment protéger un proche vulnérable d'un point de vue juridique avec Amélie Cléran, qui est animatrice du service information et soutien aux tuteurs familiaux de l'UDAF de Vendée, et Séverine Thérom, qui est chargée de mission action territoriale du Gérontopole Pays de la Loire, et moi-même, qui suis la directrice du Magogie. Les tutonomies, c'est une contraction de tutoriel pour l'autonomie, puisque c'est une web-série qui est sur YouTube, accessible gratuitement à tous les aidants. C'est pour les soutenir lorsqu'ils aident un proche en perte d'autonomie. L'idée est d'accompagner le bien vieillir, de pouvoir rester le plus longtemps possible à son domicile. Et puis les webinaires mensuels se sont ajoutés pour ouvrir un espace d'échange et traiter des sujets de manière plus approfondie. Ces projets sont soutenus par Malakoff Humanis depuis le début et également par la CARSAT Pays de la Loire avec l'expertise de professionnels du médico-social et de l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire. Merci Madame Guillon. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons donc aborder une thématique importante pour les sujets vulnérables notamment. Hier, le 15 juin, c'était la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance auprès des personnes âgées. La France, on le voit bien, est engagée dans la prévention de la lutte contre la maltraitance. Pour introduire ce propos, je pense qu'il est important de reprendre les fondamentaux et qu'est-ce que la maltraitance. En fait, c'est un phénomène qui est clairement complexe à appréhender en raison de sa diversité, puisqu'elle peut être physique, sexuelle, financière, psychologique et qui est complexe également en lien avec sa survenance, qui peut la maltraitance peut avoir lieu à domicile et peut également avoir lieu en institution. Et les responsables qui engendrent cette maltraitance rend tout aussi complexe cet écosystème. Les mécanismes également qui permettent l'œuvre, que ce soit les violences ou les négligences, sont tout aussi complexes. Donc, les politiques nationales de prévention de la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance se déclinent en divers axes, dont le premier est de faciliter le repérage et le signalement de tout traitement de risque de situation de maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, ce qu'il convient aujourd'hui de traiter le sujet à l'échelle de l'aidant, en tant que parent, en tant qu'aidant, quel positionnement, comment peut-on accompagner, quelles sont les actions à mettre en œuvre afin de protéger la personne aidée. Et donc, Madame Cléran, Amélie, animatrice des services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, va permettre de nous faire comprendre, de nous éclairer sur ce sujet, sur cette thématique qui est complexe, qui fait peur et qui est vraiment très très mal connue de la population. Je vous laisse Madame Cléran nous présenter les différentes clés qui peuvent aider les aidants familiaux à y voir plus clair. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Amélie Cléran. Je fais partie du service information et soutien aux tuteurs familiaux de l'UDAF de la Vendée. Ce service est un dispositif national qui existe dans chaque département et qui a pour mission d'informer les familles, les professionnels, les bénévoles qui accompagnent des personnes vulnérables et pour répondre à leurs questions en amont des mesures de protection. Qui on protège, pourquoi on la protège, quelles sont les missions dans le cadre d'une mesure de tutelle, curatelle, habilitation familiale, on verra ça tout à l'heure. Et une fois que les familles ont été désignées, on est là pour les accompagner, pour qu'elles sachent bien quel est leur rôle, où ils commencent, où ils s'arrêtent, quelles sont les demandes du juge, quel est le formalisme auquel elles doivent répondre, etc. C'est un service gratuit à disposition des familles et donc qui existe dans chaque département. Vous pouvez retrouver les coordonnées facilement sur le site internet ou contacter le service du ISTF d'un autre département qui vous orientera.
Donc aujourd'hui, je vais vous apporter un premier niveau d'information sur la protection juridique des personnes majeures. Le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais vraiment que vous compreniez la philosophie de cette législation pour pouvoir vous orienter vers la meilleure solution, enfin la solution la plus adaptée à votre situation. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 800 000 personnes sous mesure de protection juridique. Cela correspond à environ 1% de la population. Ce chiffre augmente en raison de la pyramide des âges et le nombre de personnes âgées qui augmente, etc. Sachez que la moitié des mesures est exercée par la famille parce que c'est une priorité de la loi. Les mesures de protection sont une responsabilité des familles et le juge doit en priorité désigner quelqu'un de la famille. C'est uniquement si cela n'est pas possible ou pas souhaitable qu'un professionnel désigné. Et une mesure de protection en France n'est possible qu'à la condition de il y a plusieurs conditions cumulatives. Il faut absolument fournir au juge la preuve d'une altération médicalement constatée. Il faut un motif médical pour qu'une personne soit protégée. Parce qu'une mesure de protection protège, mais prive aussi d'une partie des droits. Donc, le juge doit obtenir un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste du procureur. Il n'est pas possible de placer. Il faut qu'il y ait une maladie, un handicap, obligatoirement. Il n'est possible de demander une mesure de protection que si on fait partie des personnes indiquées par la loi. Les mesures ne peuvent être demandées que par la famille, la personne elle-même. Les professionnels ne peuvent pas demander à ce qu'une personne soit placée sous mesure de protection. Les professionnels ne peuvent pas écrire au juge des tutelles. Les professionnels, eux, leur solution, c'est de signaler au procureur de la République quand une personne est vulnérable, qu'elle est maltraitée financièrement, etc. Donc, c'est un signalement à faire au procureur et c'est le procureur qui fait office de filtre et qui estime s'il est nécessaire ou pas pour lui de saisir le juge des tutelles. Et une mesure de protection juridique ne sera décidée par le juge des tutelles que si aucun dispositif plus simple et moins privatif de liberté ne peut être mis en place. Donc, c'est ce qu'on va voir en premier, les alternatives aux mesures de protection qui seront systématiquement étudiées par le juge. Donc, comment anticiper sa protection ou celle d'un proche? Il existe des outils très simples qui peuvent être utilisés. La première est la procuration. Il existe plusieurs types de procuration. On verra principalement la procuration bancaire et notariée, mais on peut donner une procuration à n'importe quel proche pour tout simplement aller chercher un colis à la poste, aller voter. Une procuration, c'est de donner pouvoir à un de ses proches, et pas uniquement à un membre de sa famille, pour déléguer une démarche. Donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, principalement la procuration bancaire, c'est donner pouvoir à un membre de son entourage pour pouvoir utiliser son compte bancaire. Retirer de l'argent, déposer de l'argent, signer des chèques, utiliser la carte bancaire, la carte de crédit, effectuer des virements. Le titulaire du compte conserve la responsabilité et la possibilité d'utiliser son compte, mais un proche peut agir sur notre compte. Le fonctionnement est très simple, il est gratuit, proposé par les banques de façon gratuite. Ce sont régulièrement, de façon générale, des imprimés préétablis par la banque qui doit vérifier que la personne qui donne procuration a sa capacité et qu'elle a bien compris les pouvoirs qu'elle donnait à un de ses proches. Donc, il n'est plus possible, donc ça fait vraiment partie des outils d'anticipation, il n'est pas possible de donner procuration sur son compte lorsqu'on n'a plus sa lucidité. La banque a pour obligation de vérifier que la personne comprend les pouvoirs qu'elle donne à son proche. Donc, c'est un imprimé que la personne signe et que la personne qui accepte la procuration co-signe également. Et ce document précise bien les limites et les contours du pouvoir qu'on donne à son proche. Cela peut ne concerner que son compte courant. On peut limiter les opérations, on peut limiter la durée. Donc, c'est vraiment à la carte, on donne les pouvoirs que l'on souhaite à la ou les personnes choisies. Il y a une limite à la procuration bancaire. Il faut être vigilant parce que les divorces et les séparations ne mettent pas fin aux procurations. Quand on a donné procuration à son conjoint sur son propre compte courant, la séparation ne met pas un terme automatiquement à la procuration. Donc, il faut penser à y mettre fin en informant la banque. L'autre limite est le fait qu'il n'est pas possible de donner procuration sur une assurance vie.
c'est régulièrement les causes de déclenchement de mesures de protection. Parce que quand on a voilà, tout simplement l'exemple d'une personne qui a besoin de financement, de ressources complémentaires pour financer son EHPAD et on a épuisé les livrets disponibles et qu'il faut utiliser les fonds sur l'assurance vie, il n'est pas possible de donner procuration pour l'assurance vie. Et dans ces cas-là, on bascule sur une autorisation du juge. Ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est parfois une anticipation à avoir. La loi indique également qu'il est normalement prévu que les procurations ne doivent être utilisées que pour des questions de perte de mobilité. Une personne qui a perdu sa lucidité et qui a donné procuration, la loi prévoit que les procurations devraient cesser d'être utilisées quand le mandant, le titulaire du compte, celui qui a donné la procuration, ne peut plus contrôler ce qui se passe. Les banques aujourd'hui sont tolérantes sur cette question-là, parce qu'elles comprennent bien que c'est un outil utile pour les familles. Donc, vigilance, les familles très régulièrement continuent d'utiliser les procurations quand son parent n'a plus sa lucidité. Mais voilà, sachez que ça peut être une cause de mise fin à la procuration par la banque. Mais voilà, les banques sont assez tolérantes sur ces questions-là. Donc voilà pour la procuration bancaire. Voilà, un outil très simple, très pratique et qui peut permettre de solutionner beaucoup de choses en attendant peut-être la mise en place d'une mesure de protection, mais ça permet quand même d'aider son proche à gérer toute sa situation administrative, financière quand son état de santé se dégrade. Il existe également les procurations notariées. Donc, c'est une procuration par acte notarié, donc signée chez notaire, qui est destinée à faire signer un acte authentique par un de ses proches. Donc, ça peut être une donation, une vente immobilière, la gestion d'un bien immobilier, ça peut être pour un acte où on peut confier à un de ses proches par cette procuration notariée une grande latitude. On peut confier plusieurs actes dans la durée, mais cette procuration est réservée au patrimoine assez simple et aux familles dans laquelle il y a une bonne entente familiale. Dans le cadre d'une situation conflictuelle, il n'est pas recommandé d'utiliser ce type de procuration, mais ça peut quand même être une solution temporaire pour accompagner un proche dans la gestion de ses biens. Il n'est toutefois pas possible de se faire représenter pour certains actes, comme rédiger et signer un testament, prêter serment ou se marier. La procuration ne permet pas de confier cette mission-là à un de ses proches. Voilà pour les premiers outils très simples. Le dernier, qui est un outil très complet, mais malheureusement très peu développé, est le mandat de protection future. C'est vraiment un outil d'anticipation méconnu qui existe depuis 2007. C'est une mesure conventionnelle, donc c'est un contrat que l'on signe, ce n'est pas une décision de justice. Et ce mandat de protection future est destiné à permettre deux choses. Donc, il peut permettre à une personne qui a encore toutes ses capacités juridiques, médicales, sociales, donc vous et moi, d'anticiper sa propre protection juridique dans l'éventualité où je ne serai plus en mesure de le faire moi-même en raison d'une dégradation de mon état de santé physique, mentale, etc. et éviter ainsi l'ouverture d'une mesure de protection. Donc concrètement, c'est une démarche qu'on peut faire, ce qu'on appelle sous seing privé, donc en signant un formulaire, je choisis les missions que je souhaite confier à un de mes proches ou plusieurs de mes proches. Donc, je décide de confier la gestion de mon patrimoine à mon frère, à mon conjoint, à ma sœur. Je choisis les missions que je veux, je choisis la personne à qui je les donne. Et soit c'est dans le cadre d'un mandat, donc sous seing privé, donc je signe ce contrat. C'est un formulaire préétabli que l'on trouve sur Service Public, qui s'appelle mandat de protection future. Je le signe. La personne à qui je confie la mission le signe également. Et ça peut également être fait dans le cadre de patrimoine plus complexe chez son notaire. Le notaire on conseille d'aller quand même voir un notaire au moins pour une première consultation d'information parce que c'est quand même donner vraiment pouvoir d'agir sur son patrimoine principalement à un proche. Il est possible aussi d'utiliser ce mandat de protection future pour les parents d'enfants en situation de handicap. Cela permet d'organiser l'avenir d'un enfant souffrant d'une maladie ou un handicap en choisissant la personne physique ou morale qui sera chargée de s'occuper de lui lorsque moi-même, en tant que parent, je ne serai plus en capacité de le faire, soit en raison de ma propre dégradation
de l'état de ma santé ou de l'éventualité de mon décès. Là, la forme est obligatoirement notariée. Il faut forcément que le notaire vous accompagne dans cette démarche. Ça ne peut pas être un mandat sous seing privé. Donc, un mandat qu'on signe entre soi, un formulaire que l'on signe entre soi, il faut vraiment l'aval d'un notaire. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Tant que je garde ma capacité, ce mandat reste en veille. C'est le même principe qu'un testament. Tant que je suis vivant, le testament ne s'applique pas. Le mandat de protection future, c'est la même logique. Tant que j'ai mes capacités, tant que je suis en capacité physique, mentale, de gérer mon patrimoine, le mandat reste en veille. Le jour où ma santé se dégrade, que je ne suis plus en capacité, la personne à qui j'ai confié ces missions fait établir un certificat médical et se présente au greffe du tribunal de mon lieu de résidence avec le mandat, le certificat médical pour que le greffe active le mandat de protection future. Concrètement, le greffe appose un tampon, le mandat est actif et la personne à qui j'ai confié ma protection peut se présenter auprès des banques, auprès des organismes en disant je lui ai confié la mission de représenter ses intérêts et d'agir en mon nom. Voilà comment ça fonctionne. C'est malheureusement très peu développé, mais c'est un outil très simple qui permet de respecter ma volonté, mes choix. La personne à qui j'ai donné des missions ne peut exercer que les missions que je lui ai expressément confiées dans ce document. Et il doit agir en fonction des missions que je lui ai confiées. Et ça, ce sera forcément prioritaire sur une mesure de protection. Si par exemple, en urgence, j'ai été hospitalisée, une assistante sociale demande une mesure de protection, la démarche est enclenchée, mais la personne à qui j'ai confié la mesure se manifeste en disant « j'ai un mandat de protection future », la procédure s'arrête et ma volonté prime. Voilà comment ça fonctionne. Donc très peu développé, mais je vous invite à prendre contact avec votre notaire si vous souhaitez avoir des informations sur ce type de protection. Donc voilà pour les alternatives et les anticipations à sa protection ou à celle d'un proche. Et donc, ça permet de gérer, ça peut permettre d'être parfaitement suffisant ou en tout cas d'être une première étape simple, peu coûteuse dans le cas de proches vulnérables. Ensuite, si ces solutions n'ont pas pu être appliquées ou ne sont plus suffisantes, il est nécessaire dans ces cas-là de mettre en place une mesure de protection judiciaire. Donc, il en existe plusieurs. Le but étant de proposer la solution la plus adaptée et la plus légère possible pour que toutes les personnes puissent conserver un maximum de liberté. Parce qu'une personne a besoin de protection, on va la priver de ses droits. Donc, le but de la législation est de laisser la personne avec le maximum de liberté. Le premier degré de protection est la sauvegarde de justice. Mesure peu utilisée, mais qui est prévue pour les personnes qui ont besoin d'une protection soit temporaire, soit d'urgence. Elle est principalement utilisée en cas d'urgence. Je vous donne un exemple. Une personne vient de rentrer en EHPAD. Il faut vendre sa maison. Ses ressources ne lui permettent pas de financer l'EHPAD. Elle n'a pas d'argent de côté, elle n'a pas d'épargne. Il faut vendre la maison. Dans ces cas-là, il est possible en urgence de demander une sauvegarde de justice qui ne pourra avoir comme mission au départ que de vendre la maison. Il y a le cas aussi des personnes qui tout le patrimoine est parfaitement géré par la famille au moyen notamment des procurations. Tout est géré. Le patrimoine est très simple, il n'y a plus de biens immobiliers, tout a été vendu. Il suffit juste de payer l'EHPAD, de payer la mutuelle, et tout fonctionne parfaitement. Sauf qu'arrive le moment où, par exemple, ma grand-mère, pour qui je gère son compte au moyen de procuration, hérite de sa sœur. Et le notaire dit « Je ne peux pas faire signer votre grand-mère, elle n'a pas sa lucidité, je n'ai pas le droit de lui faire signer des documents notariés alors qu'elle ne comprend pas ce qu'elle signe. » Dans ces cas-là, il est possible de demander une sauvegarde de justice pour que je puisse être habilité par le juge uniquement à représenter ma grand-mère pour cet acte-là. Le juge m'habilite à représenter ma grand-mère pour la signature de la succession. Je signe la succession chez le notaire, la succession se termine, la sauvegarde de justice se termine et pendant ce temps-là, je continue de gérer avec les procurations et tout reprend son cours normal. Voilà le principe de l'habilitation famille. Ensuite, l'étape d'après, la protection un peu plus importante, c'est la mesure de curatelle. Donc, c'est une mesure d'assistance et de contrôle. Concrètement, le rôle du curateur est d'assister la personne protégée et non de la représenter. Et une assistance juridique se manifeste par la co-signature de l'ensemble des documents juridiques.
les contrats, les virements bancaires, tout acte patrimonial, juridique, contractuel est co-signé par le curateur. La personne protégée ne peut rien faire sans la signature de son curateur, mais le curateur ne peut rien faire sans la signature de la personne. C'est vraiment une mesure de collaboration. Il existe plusieurs curatelles, deux principalement. La curatelle simple, qui ne concerne que le patrimoine. Le curateur n'intervient que pour les actes qui touchent le patrimoine. Par exemple, déplacer de l'argent, vendre un bien, accepter un prêt, gérer une succession, etc. La personne continue de gérer toute seule son compte courant. Et il existe également la curatelle renforcée. Dans ce cas-là, l'assistance du curateur intervient également au niveau du compte courant. Donc, toutes les opérations administratives, juridiques qui concernent le compte courant, signer un contrat de téléphonie, payer des factures, etc. Tout ça est géré également par le curateur. Ça, c'est la mesure d'assistance juridique. L'étape supérieure, la protection la plus forte, est la mesure de tutelle, qui est une mesure de représentation juridique. Dans ces cas-là, le tuteur agit au nom de la personne protégée. Seule sa signature est nécessaire pour l'ensemble des démarches administratives et patrimoniales. La signature de la personne protégée n'a plus de valeur légale. Il est tout à fait possible de faire signer les documents. Ça n'invalidera pas le document, mais la signature de la personne protégée n'a plus de valeur légale. C'est le tuteur qui représente juridiquement la personne. Et la dernière mesure de protection, la petite nouvelle qui existe depuis maintenant 2015, est la mesure d'habilitation familiale. Donc l'habilitation familiale est un dispositif uniquement à disposition des familles. C'est un dispositif plus souple au quotidien de la tutelle qui a vraiment pour but de faciliter, de simplifier les démarches des proches d'une personne vulnérable. Cette mesure d'habilitation familiale, qui est une décision du juge des tutelles également, permet aux proches de représenter un proche, donc on est dans le même cadre que la tutelle, donc un proche peut représenter une personne vulnérable, mais il n'y a pas tout le formalisme lié aux tutelles et aux curatelles, lié au contrôle du juge. Concrètement, il n'y a pas de compte-rendu de gestion à envoyer à la fin de chaque année, il n'y a pas d'autorisation préalable à demander au juge des tutelles pour les actes importants. Le juge des tutelles n'intervient plus une fois que la personne a été désignée. Le juge vérifie au départ qu'il y a un consensus familial, qu'il y a une bonne entente familiale et que la famille va s'auto-contrôler dans l'intérêt de la personne à protéger. Et à partir du moment où le juge a pu constater que ces conditions étaient remplies, d'autocontrôle de la famille, il rend une décision dans laquelle il habilite une ou plusieurs personnes de la famille à représenter la personne vulnérable. Il archive son dossier. Il rend une décision pour 10 ans et il ne s'en occupe plus. Il reste le contrôleur général de cette mesure. Toute personne de la famille extérieure, directeur d'EHPAD, banque, etc., a la possibilité de saisir le juge si jamais il constate qu'il y a une mauvaise gestion, et le juge convoquera la famille et pourra demander des comptes et pourra dessaisir la famille si la mesure n'est pas gérée, mais il vérifie, mais en tout cas, de principe, il ne contrôle pas. Alors on peut imaginer que c'est une mesure un peu dangereuse, mais on ne parle que des familles qui dysfonctionnent, mais pour être très régulièrement au sein des tribunaux, cette situation correspond à énormément de familles où il y a juste la volonté de bien faire, d'agir au nom d'un de ses proches qui ne peut plus gérer ses comptes, sa situation administrative. Et la famille n'a pas besoin de se rajouter de formalisme lié à des inventaires de patrimoine, des requêtes en autorisation ou des comptes rendus de gestion annuelle. Et il y a parfois, de toute façon, pas grand-chose à gérer sur le plan patrimonial. Donc voilà les différentes mesures de protection qui existent et qui sont décidées par le juge des tutelles dont dépend le domicile de la personne protégée. Le juge est saisi donc par la famille au moyen d'une requête accompagnée d'un certificat médical. Ensuite, la famille et la personne protégée sont convoquées par le juge pour décider. Alors, en plus, c'est une convocation dans le bureau, ce n'est pas du tout en salle d'audience publique. Le but est vraiment pour le juge de rencontrer la famille, comprendre la situation et prendre la décision la plus adaptée. Quelles sont les missions qui sont confiées aux protecteurs, qu'ils soient familiaux ou professionnels? Donc, sachez que la loi prévoit que pour la désignation, une fois que le juge a décidé quel type de protection était nécessaire, une sauvegarde, une curatelle, une tutelle, une habilitation familiale, il doit ensuite décider de son organisation. Donc, il va choisir qui va exercer cette mesure. Donc, si la personne protégée est en capacité de faire un choix, il doit écouter ce choix.
Si la personne n'est pas en capacité, il doit vérifier en premier lieu au sein de la famille qui peut exercer la mesure de protection. Il peut en désigner même plusieurs, et c'est uniquement si ce n'est pas possible, pas souhaitable, qu'il désignera un professionnel. Ce professionnel s'appelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il en existe plusieurs. Il existe des mandataires judiciaires qui exercent en libéral. Il existe des mandataires judiciaires qui travaillent en association. Il en existe souvent plusieurs dans chaque département. Et il existe des mandataires judiciaires qui travaillent au sein des établissements publics, au sein des EHPAD, au sein des centres hospitaliers. On appelle ça dans ce cas des préposés d'établissement, qui gèrent les mesures de protection des personnes hospitalisées ou hébergées dans leur structure. Il est possible pour le juge de désigner plusieurs protecteurs, soit plusieurs protecteurs au sein de la famille. On peut être co-tuteur, co-curateur avec un autre membre de sa famille. Il est possible de désigner, pareil pour l'habilitation familiale, pareil pour la curatelle, quel que soit le type de mesure de protection, on peut être plusieurs à être désignés. Il existe parfois aussi des collaborations entre un tuteur familial pour, par exemple, la gestion des biens, je vais vous le détailler après, ou la gestion de la personne, la protection de la personne, et un tuteur professionnel pour la gestion des biens. On peut vraiment partager et organiser la mesure de protection en fonction de la situation. Il y a parfois un membre de la famille qui est prêt, un autre qui est loin, donc on peut désigner deux co-tuteurs, un qui gérera plutôt, qui s'occupera plutôt du quotidien, du lien avec l'EHPAD, ou des aides à domicile, ou des infirmières, et un qui s'occupera plus de la partie administrative à distance, gestion des comptes, déclaration d'impôts, etc. Il est tout à fait possible d'envisager une organisation, comme on le souhaite, adaptée à chaque structure et organisation familiale. Et dans chacune des mesures de protection, le juge doit se prononcer sur deux types de protection. Il y a la protection des biens et la protection de la personne. Alors, la protection des biens, on voit à peu près à quoi ça peut correspondre. Concrètement, le protecteur doit établir un budget de fonctionnement, voir quelles sont les ressources, les dépenses, les charges, les comptes bancaires. Il doit faire un inventaire de toute la situation administrative, patrimoniale de la personne, informer l'ensemble des organismes, la banque, les caisses de retraite, la sécurité sociale, la mutuelle, les impôts, informer que désormais c'est lui qui gère et c'est lui qui doit recevoir l'ensemble du courrier administratif de la personne pour pouvoir gérer. Donc, il doit faire en sorte que l'ensemble des droits de la personne soient ouverts. Est-ce qu'il a le droit à une aide pour sa mutuelle? Est-ce qu'il a le droit à un crédit d'impôt? Est-ce qu'il a le droit à un plan d'aide à domicile, des financements pour le maintien à domicile, etc. Donc, il doit veiller à ce que tous les droits soient ouverts et maintenus, gérer l'ensemble des démarches administratives, et il doit également assumer toutes les charges et obligations à partir du compte de la personne, bien évidemment. Il est très important que le patrimoine de la personne protégée et le patrimoine du tuteur, du curateur soient distincts. Le tuteur a pouvoir d'agir sur les comptes de la personne, mais la personne conserve des comptes bancaires à son nom. Donc, le tuteur a accès, au curateur a accès au compte et peut agir dessus, payer l'ensemble des factures, etc., demander des aides. Voilà. C'est lui qui a la mission de gérer le compte de la personne. Il n'est pas responsable des dettes de la personne protégée, mais il a pour mission soit de faire en sorte qu'elles soient réglées, soit de les étaler, soit de déposer un dossier de surendettement, par exemple. Mais le tuteur ou le curateur ne devient pas le représentant légal au sens d'un enfant mineur. Il n'est pas responsable de la personne protégée. Si la personne protégée, par exemple, a un accident avec sa voiture, cause des dommages, ce n'est pas le tuteur ni le curateur qui est responsable. Il est là pour faire en sorte que la personne assume les conséquences de son acte. S'il y a une indemnisation, s'il y a une déclaration à l'assurance à faire, s'il y a une indemnisation à verser, s'il y a une amende à payer, il devra faire en sorte que la personne protégée les assume, mais ce n'est pas à lui de payer avec ses propres fonds. Et ce n'est pas lui qui sera responsable, même en cas de conduite en état d'ivresse, par exemple. Même si c'est lui qui est allé remettre l'argent à la personne protégée pour qu'elle aille faire ses courses, la personne protégée reste responsable de l'ensemble de ses actes, quelle que soit la mesure de protection. La procédure est adaptée pour tenir compte de sa vulnérabilité, mais ce n'est pas, je le martèle parce que parfois c'est une inquiétude des familles, le tuteur, le curateur, enfin, quelle que soit la mesure de protection, la personne reste responsable de ses actes. Donc ça, c'est la mission de protection des biens. Il y a également la protection de la personne.
Là, c'est quelque chose de plus difficile à définir, mais c'est principalement une mission d'information. Le protecteur doit donner à la personne protégée toutes les informations sur sa situation personnelle, l'ensemble des actes envisagés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs conséquences, etc. Donc, cette information doit se faire selon des modalités adaptées à son état de santé et cette information ne se substitue pas à celle qui doit être délivrée directement par les tiers. La personne protégée a le droit d'obtenir une information directe de l'ensemble des professionnels, que ce soit sa banque, que ce soit son médecin, etc. Le tuteur est là ou le curateur est là pour lui réexpliquer si besoin de façon adaptée à ses capacités pour que la personne puisse faire elle-même ses choix. Le tuteur, le curateur est là pour porter la volonté de la personne, pas pour choisir à sa place sur toutes les questions personnelles. Donc là, on est vraiment sur les questions de santé, de choix de lieu de vie, de relations familiales, de relations intimes. La mesure de protection ne concerne absolument pas les actes personnels. Les personnes protégées, quelle que soit la mesure de protection, restent libres de leur choix de vie personnelle. Donc les personnes protégées vivent où elles veulent, avec qui elles veulent, entretiennent des relations avec qui elles souhaitent et ont le choix de leur santé. Le tuteur n'est pas là pour choisir à leur place, il est là pour leur donner l'information sur les choix qui s'offrent à elles et les conséquences de chaque choix. Donc, penser que demander une mesure de tutelle pourra obliger sa mère ou sa grand-mère à rentrer en EHPAD, c'est illusoire. Ce n'est légalement pas possible. Quelle que soit la mesure de protection, la personne choisit son lieu de vie. En matière de santé, c'est la même chose. Quelles que soient les mesures de protection, la personne, si elle est en capacité de mettre un choix, bien évidemment, décide seule. On a vu le cas beaucoup l'année dernière avec la vaccination contre le Covid. Quelles que soient les mesures de protection, même les personnes en tutelle, donc avec une mesure de représentation juridique, à partir du moment où elles peuvent émettre un choix, elles décident seules. Et le tuteur n'a même pas à co-signer, à valider quoi que ce soit. Si la personne a choisi, elle décide seule. Et si la personne refuse, personne ne peut l'obliger. Ni le médecin, ni le tuteur, ni le juge. Personne. C'est la personne qui choisit. Donc, en matière de santé, la personne décide seule. Le médecin, en cas d'urgence, par exemple, une personne en tutelle, un accident, voilà, et elle n'est pas en capacité d'émettre un choix, dans ces cas-là, c'est de la responsabilité du médecin. Parce que, comme je vous le disais, si la personne est en capacité d'émettre un choix, quelle que soit la mesure de protection, elle décide seule, cette volonté doit être respectée. Le tuteur n'intervient que lorsque la personne n'est plus en capacité de mettre un choix. Dans ces cas-là, c'est lui qui doit choisir pour la personne protégée, et il doit choisir non pas en fonction de ce qu'il souhaiterait lui, mais en fonction de ce que la personne aurait souhaité selon lui. Quelles étaient ses habitudes avant? Est-ce que c'était, pour poursuivre sur l'exemple de la vaccination, est-ce que c'était quelqu'un qui était pour ou contre la vaccination, etc. Et donc, en matière de santé, il n'y a que le tuteur à la personne qui a un rôle lorsque la personne n'est plus en mesure de s'exprimer. Dans le cadre des curatelles, des sauvegardes de justice, le curateur n'a absolument aucun rôle. Donc, c'est vraiment uniquement le tuteur à la personne qui peut éventuellement émettre un avis lorsque la personne n'est plus en capacité d'émettre un choix. Voilà pour les principales missions des tuteurs ou des curateurs. Je suis allée, voilà, c'était vraiment un premier niveau d'information sur les mesures de protection pour bien orienter, pour décider de la meilleure solution à adopter lorsqu'un proche est vulnérable. En sachant que, voilà, si vous êtes confronté à cette situation-là, vous pouvez bien évidemment vous rapprocher du service information et soutien aux tuteurs familiaux proche de chez vous. Ce service peut vous recevoir en rendez-vous par téléphone, par mail, pour vous orienter au mieux. C'était vraiment très clair et je pense que vous avez éclairé et en tout cas informé de façon simple avec un vocabulaire adapté au grand public et ça, c'est tellement rare. Merci, merci, merci. Ça permet vraiment voilà, d'avoir une vision des différents niveaux d'anticipation, de protection et le cas échéant, si ce n'est pas possible, comment passer à des actes plus protecteurs, mais surtout, voilà, un focus que j'ai trouvé vraiment intéressant de comment on fait avant.
qu'est-ce qui est possible simplement de faire avant de passer à la mesure de protection. Et ça, c'est super intéressant d'avoir cette vision-là, ce regard-là. Merci beaucoup.